Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres aujourd'hui, Ruth Elkrieff, éditorialiste à Bonjour. LCI. Bonjour. Et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Bonjour. On est quand même frappé quand on entend la revue de presse d'Hervé Gattegno et qu'on voit la une du Parisien de constater que ce qu'il y a de plus important dans une embauche, c'est-à-dire le point de contact entre le recruteur et le recruté, on pense notamment aux plus jeunes, que les premiers recrutements, les premiers tests sont faits désormais par des intelligences artificielles, qu'on est derrière son écran, que cet écran vous regarde, etc. Nicolas Bétou, qu'est-ce que ça inspire au patron de presse économique que vous êtes ? Mais comment croyez-vous que je suis arrivé à votre micro ? Parce que vous avez rencontré plein de gens que vous avez regardé dans les yeux. Intelligence artificielle, bien sûr. Non, je plaisante. Non, ce qui est sûr, c'est que faire une présélection pour des postes comme ceux qui sont évoqués par le Parisien, par exemple, avec un outil comme l'IA, ça me paraît pas aberrant. Ce qui me paraîtrait aberrant, mais je ne peux pas croire que ça se passe comme ça, c'est que l'embauche se passe du début à la fin avec un robot. Recruter une vendeuse, un vendeur, sans imaginer qu'on teste son contact avec l'autre, et en particulier avec la clientèle, me paraît totalement ubuesque. Donc je peux pas croire que ces process soient l'alpha et l'oméga du recrutement. Donc j'imagine que c'est un moyen de sélectionner, et là, malgré tout, pourquoi pas. Ruth ? Non, moi, ce que j'entends, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, étant donné que l'IA permet d'écrire des textes formidables, des lettres de motivation brillantes, des CV absolument enjolivés, de plus en plus, les embauches de bon niveau se font par un tête-à-tête très sélectif sur le feeling presque, sur justement le sentiment. Est-ce que la personne en face va être capable de supporter un certain nombre d'épreuves, Est-ce que je partirai en vacances avec elle ? Oui, non, de remplir sa mission réellement, de s'intégrer à l'équipe, etc. Et là, c'est pas de l'IA, c'est vraiment une relation de personne à personne. Mais bon, ça pose évidemment un très grand nombre de questions. L'IA aujourd'hui est très présente, elle est utile, mais on en parlait tout à l'heure un peu hors micro, peut-être qu'il faut envisager de nouveaux métiers, c'est-à-dire les contrôleurs de l'IA, parce qu'il y a aussi beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, et qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Et je vous signale sur LinkedIn un papier de la directrice de la communication d'Orange, Caroline Guillaumin. Elle fait un papier où elle tire la sonnette d'alarme. Si l'IA fait le job des premiers embauchés ou des jeunes recrues, des stagiaires, on va avoir un vrai problème. On a déjà, nous, un problème en France avec l'intégration sur le marché dans le travail des plus jeunes. Je ne parle pas des seniors, mais les plus jeunes auxquels on donnait des monographies à faire, des petites enquêtes, des petites études. Et maintenant, l'IA fait ça très bien et très rapidement. Qu'est-ce qu'on va donner à faire comme job aux stagiaires et aux jeunes diplômés? Ça doit vous parler, ça, Nicolas Bétou, parce que l'Opinion, c'est aussi un journal économique qui scrute les évolutions sur ces marchés du travail. C'est un vrai sujet. Ce qui est rassurant, c'est que pour devenir un peu moins qu'un junior, il faut avoir été junior. Et il y aura donc toujours des métiers à faire par les gens qui ont déjà, puisque ces postes-là que vous visez, déjà acquis une bonne formation et qui auront des diplômes assez valorisants. Ce qui est certain, c'est que tous ces métiers doivent se repenser. Je pense aux avocats, je pense au métier de l'audit, au métier du contrôle, qui sont évidemment des métiers dans lesquels on demande une grande formation et qui sont challengés par l'IA. Tout ça doit se repenser, et je pense que tous les grands cabinets de conseil, d'avocats, de stratégie, etc., sont en train de réfléchir à ça. Donc du coup, nos questions, nos réponses surtout, seront dictées par l'IA. Vous pouvez commencer, David, et vous allez vérifier. Elle écrit ça, Caroline Guillaumin, c'est sur LinkedIn, vous pouvez suivre son compte. Il est urgent de réfléchir à ce que nous voulons laisser à la jeune génération. Ne l'oublions pas, cette génération Covid a été privée de sa jeunesse, d'interaction sociale, de liens humains, de travail en entreprise, et c'est la même qui peine à trouver ses premiers débouchés. Pensons-y. Alors, à la une de l'Opinion ce matin, il y a LR dans tous ses états, LR qui peine à recruter des électeurs. Exemple, dans une partielle en Haute-Savoie, où le candidat ciotiste UDR, soutenu par le Rassemblement national, est arrivé en tête au premier tour avec un score quasi stalinien. 45% des voix soutenues par le Rassemblement national, soit 29 points devant celui de son rival LR. Ça raconte une histoire, selon vous, Nicolas Bétou? Oui, une histoire que les militants et les dirigeants de LR devraient prendre très au sérieux. Ce que ça raconte, c'est que le candidat LR qui s'est représenté a perdu la moitié de son score de son élection précédente. C'est une chute vertigineuse. Pour un sortant.
pour un sortant. Alors, ce que ça raconte, il a été suppléant, mais c'est un sortant tout de même. Hein. Il était en poste et il se fait réélire. Ce que ça raconte, c'est l'incapacité des électeurs à savoir pourquoi ils votent, puisqu'on ne sait plus vraiment ce qu'est LR. Ce que ça raconte, c'est la colère des électeurs et des militants, encore plus des militants LR, sur ces députés qui ont voté ou laissé passer le budget socialiste, qui ont laissé faire la suspension de la réforme des retraites. Ce que ça raconte, c'est un parti profondément malade qui même, et c'est presque là, j'allais dire le pire, qui même sur le diagnostic de l'échec de dimanche dernier est en désaccord. La bataille des chefs entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez fait que aucun des deux camps n'a la même analyse de ce qui s'est produit. La réalité, c'est que LR est en train de se perdre, qu'il y a une urgence absolue pour LR à retrouver ses fondamentaux, d'être un parti de droite, d'être un parti qui a un certain nombre de valeurs sur le plan économique, budgétaire, social, et non pas un parti qui, pour laisser la voie libre à Sébastien Lecornu, avait dit dès le début, c'est Laurent Wauquiez qui l'avait dit, nous ne censurerons pas, ce qui a laissé au PS la possibilité de faire son chantage permanent à la censure. Ruth Elkrief. Il y a une vraie question, les partis politiques sont mortels. Et là, il y a un danger de mort pour ce parti politique. J'ai cru, comme observatrice, qu'il allait renaître de ses cendres et qu'à un moment donné, sous François Bayrou, avec un Bruno Retailleau qui était dynamique, qui avait l'air de porter un peu un message spécifique, l'identité de LR allait revenir. Ce à quoi on assiste, c'est que c'est le retour vraiment des mauvais esprits et vraiment d'un problème de fond de ce parti, des guerres d'ego, de l'incapacité d'avoir la même ligne. Et donc, c'est une vraie question. Les partis sont mortels et ils sont en danger de mort. Celui-ci est en danger de mort. Comment est-ce qu'il peut se présenter? Comment est-ce qu'il peut avoir un candidat à la présidentielle? Quelles alliances il peut faire lorsque en face il a une droite extrême qui s'allie, qui fait des scores extrêmement importants? Ciotti, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Zemmour, Sarah Knafo, etc. Toute cette galaxie-là, elle est en dynamique. Donc il y a une urgence parce qu'il y a des personnalités tout à fait intéressantes, tout à fait respectables dans ce parti, et il faut qu'ils se bougent. J'insiste, si vous me permettez, Ruth, pour souligner aussi le fait que LR votant comme les socialistes, ou quasiment comme les socialistes, c'est un élément de perte de repères absolument considérable. Je pense que c'est au-delà de ce que vous dites, qui est parfaitement exact sur la compétition entre les différents chefs, et le fait qu'il y a une droite extrême qui est extrêmement dynamique. Le fait d'être perdu dans des repères aussi importants que on ne vote pas avec les socialistes, on ne vote pas une votation massive des dépenses publiques, on ne vote pas la suspension, c'est-à-dire la quasi-disparition de la réforme de retraite, c'est un élément qui restera très longtemps dans la mémoire des électeurs. Et ce qui ne va pas faciliter les choses, c'est l'enjeu migratoire, en fait. Sur les lignes de partage du monde politique, on a les chiffres de l'immigration en France pour 2025, on va revenir dessus très brièvement, mais il y a une augmentation des titres de séjour de 3,2%, 11% d'augmentation des nouveaux titres de séjour et en même temps 10% de régularisation en moins. Ces chiffres provoqueront les débats qui et 15% provoquent. de plus d'expulsions. Voilà, mais c'est surtout ce que font nos voisins qui est intéressant. Chez Giorgia Meloni, il y a eu 1 million d'appels à la main d'œuvre étrangère. L'Espagne annonce vouloir régulariser 500 000 personnes, et ce qui veut dire qu'on peut être de bords politiques opposés et avoir une vision de l'immigration économique plus dynamique qu'elle n'est chez nous en France. Aussi, ça va brouiller les positionnements politiques. En fait, l'immigration, c'est pas seulement des chiffres, c'est aussi qualitatif. Que ce soit Giorgia Meloni ou que ce soit les Espagnols, il y a une immigration de travail. Alors en Espagne, ce sont des Sud-Américains qui partagent la même langue, qui ont une culture commune et qui ont participé à l'explosion de la croissance en Espagne. Et en Italie, il y a une sélection par Giorgia Meloni d'une immigration de travail. Notre problème, c'est l'immigration de travail. Et c'est très étrange parce que ces chiffres sont complètement contradictoires avec l'objectif affiché par les gouvernements successifs qui était à l'intérieur
l'intérieur du type d'immigration, de remonter l'immigration de travail, de baisser l'immigration familiale et l'immigration des étudiants et des réfugiés. Et ça n'est pas le cas. Donc là, il y a un vrai problème, mais c'est évident que l'objectif, ça doit être une immigration de travail et choisie. Nicolas Bétou. Les chiffres que vous avez cités, c'est-à-dire plus 11% pour les nouveaux titres de séjour et moins 10% pour le nombre de régularisations de sans-papiers, c'est d'un côté l'illustration d'une démission politique et de l'autre l'illustration d'une volonté politique. Oui. Et donc c'est deux chiffres qui sont en miroir l'un de l'autre. Ce que ça dit aussi, c'est que c'est plus 11% de régularisation, c'est le fait que la France est enfermée dans un carcan qui oblige à prendre en priorité l'immigration, regroupement familial, l'immigration, et l'asile aussi. J'y venais. L'asile, c'est pour des raisons humanitaires et, comme le disait Ruth, en effet, qui laisse de côté l'immigration pour des raisons économiques. Et au fond, le seul levier le seul robinet que le gouvernement a pu fermer, le gouvernement et en particulier l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a pu fermer, c'est celui de l'immigration économique. Et donc, pour des raisons économiques. Et donc, le sujet aujourd'hui de la France, il est de réformer un certain nombre de lois qui obligent les pouvoirs publics ou les juges, la ministre c'est la même chose, à régulariser ou à permettre l'entrée par centaines de milliers d'immigrés et qui empêchent les mêmes pouvoirs publics de dire aux chefs d'entreprise vous pouvez importer de la main-d'œuvre, vous pouvez faire en sorte que des gens qui viennent travailler et qui sont utiles au pays soient régularisés. C'est cet énorme paradoxe-là qu'il faut réformer, mais ça ne se fera que une fois qu'on aura passé l'élection présidentielle sur des bases à peu près correctes. Il faut réécouter, si vous nous prenez en cours, chers auditeurs, l'interview qu'on a eue avec Christian Saint-Etienne et évidemment nos esprits libres. Mais Christian Saint-Etienne disait favoriser l'immigration économique, c'est aussi favoriser l'intégration des gens qu'on veut accueillir pour qu'ils travaillent. Et c'est donc s'organiser, mais c'est surtout un pacte politique. Ce pacte politique est-il possible dans la France politique d'aujourd'hui ? Non, mais ce qui est fou, c'est que, en fait, successivement, les derniers gouvernements en sont conscients. Dans la loi Darmanin, dans les discours politiques d'un certain nombre de responsables, il y a cette prise de conscience. La réalité, et ça c'est terrible parce que c'est cette impuissance publique qui nourrit les extrêmes, c'est qu'il n'y a pas eu l'application de cette lucidité, il n'y a pas eu la mise en application de cette lucidité sur cette question. Et donc c'est quand même stupéfiant de voir qu'alors qu'on a dit et répété que l'immigration de travail était la plus importante et que le reste était plus compliqué, sachant que dans l'immigration des réfugiés, il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens, attention, et que l'humanitaire, c'est important aussi. Mais ce qu'on ne comprend pas et ce qui nourrit un peu une forme de frustration, c'est qu'il y a une incapacité à appliquer sa propre analyse. Mes amis, merci. Le débat n'est pas terminé. Je suis sûr qu'on en reparlera ensemble un mercredi. Ruth Elkrief, Nicolas Bétou, vous pouvez consulter, pas vous Nicolas, mais vos lecteurs, la une de l'opinion ce matin, budget, guerre des chefs, alerte rouge pour LR. Ruth Elkrief, vous la retrouvez sur LCI. Ce soir à quelle heure d'ailleurs ? 19h30. 19h30. On va se séparer avec la Rhapsodie de Gershwin, histoire de vous donner envie d'écouter Pauline Lambert à partir de 9h30 après Franck Ferrand. Son émission sera consacrée en partie aux Rhapsodies.